Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là, en quelque part au bout de votre écran. C'est vraiment agréable, un peu stressant pour nous, parce qu'en tout cas, un peu comme pour Hélène, pour moi, c'est la première fois que je fais comme ça un webinaire. Mais bon, on va essayer de faire un bon travail, puis de nous assurer finalement là, de passer le message pour lequel finalement là, on se trouve à être ici cet après-midi. Donc, comme vous l'aurez compris, moi, je vais vous entretenir dans ces 20 prochaines minutes-là de la créativité, mais dans le cadre particulier du travail. Alors, on va, comme ça, sans plus tarder, examiner notre plan. Donc, dans un premier temps, on va regarder ensemble qu'est-ce que la créativité. On va ensuite se demander pourquoi se préoccuper de cette créativité-là. Dans un troisième temps, on va se demander comment on peut adopter une posture créative vraiment au travail. Puis enfin, on va terminer par certaines techniques pour, on va le voir tantôt, diverger, puis techniques pour converger. Bref, toutes sortes de moyens pour résoudre des problèmes complexes, parce que comme on va le voir, en milieu organisationnel, on n'est pas créatif juste pour le plaisir de l'être. On va être créatif parce qu'on fait face à un problème complexe, puis on cherche justement à y trouver des solutions originales. Donc, d'entrée de jeu, qu'est-ce que la créativité? Teresa Amabile, qui est l'une des plus grandes professeurs-chercheurs au monde sur la question, nous propose de définir de la manière suivante la créativité. C'est rien d'autre que la capacité d'un individu, puis pour nous-mêmes ajouter d'un groupe ou d'une équipe, de proposer, face à un problème complexe ou à un nouveau défi, une solution à la fois originale, mais aussi utile. C'est-à-dire que être créatif, pas juste celui qui s'habille, permettez-moi l'expression, différemment ou de manière un peu bizarre, mais créatif, celui qui va être effectivement original, mais dans une perspective aussi d'être utile. Donc, ces deux notions-là sont très importantes à garder en tête parce qu'on va le voir tout à l'heure. Si, face à un problème complexe, on est en mesure de proposer des idées parfois un peu farfelues sans lien avec les besoins de l'organisation ou encore du client qui est en relation avec l'organisation, ben, on ne peut pas dire que nous avons donc été créatifs. Ce qui est important aussi de noter tout de suite, c'est la magnitude ou l'étendue, allons-nous dire, de cette créativité-là. Cosbel, Piguetto et Ronco, dans une publication qui date maintenant de quelques années, vont nous apprendre qu'il y a au moins 4 niveaux de créativité. La mini, la petite, la moyenne, puis la grande. Si dans l'esprit de la plupart des gens, quand on parle de créativité, on parle par exemple là, de la Mona Lisa, on parle du LEM qui est atterri sur la Lune, ou on parle encore des voitures électriques d'Elon Musk. Tout à l'heure, on me disait, bien ça, c'est la très grande créativité. Okay? Mais il faut voir qu'avant celle-là, bien entendu, il y en a d'autres. Au quotidien, celle que, par exemple, moi, j'utilise pour faire des gribouillis dans mon agenda personnel, ben c'est une forme de créativité. Vous l'aurez compris, ce qui est personnel, voire intime, puis qui n'est pas reconnu par d'autres parce que je l'ai fait pour moi-même. Le deuxième niveau, c'est la petite créativité. Celle qui va être publique, donc en quelque part un peu plus objective, c'est-à-dire qui va pouvoir être reconnue par d'autres, mais qui, vraisemblablement, en tout cas, va être de niveau amateur. Si, par exemple, je me construis, moi, un cabanon dans mon jardin, je pourrais entreposer mes outils, je le décore de façon originale. Bon, ben, puis ça m'est utile, vous l'aurez compris, c'est une petite créativité. Puis enfin, notre troisième niveau, c'est la créativité professionnelle. C'est-à-dire, cette fois-ci, la créativité mise en place par quelqu'un qui, en toute objectivité, a fait quelque chose qui a une grande valeur pour la société. Donc, par exemple, la construction d'une tour à bureau par un bureau d'architecte, qui n'est pas nécessairement la tour du CN, disons cela à Toronto, la tour Eiffel, mais qui pourrait quand même être considérée comme une créativité, disons, de moyenne portée. Puis, vous l'aurez compris, la grande créativité, celle à laquelle on pense toujours, ben, c'est par exemple notre fameuse tour du CN, la tour du Stade olympique, la tour Eiffel à Paris. Bref, gardons en tête que quand on parle de créativité, il ne faut pas se sous-estimer parce qu'effectivement, chacun et chacune est capable d'être créatif.
Il faut reconnaître que, bien entendu, cette magnitude-là va varier de l'individu à l'autre, de circonstances aussi à l'autre. Donc, une fois qu'on a défini la créativité, il nous importe maintenant de se demander pourquoi être créatif. Tout à l'heure, Hélène me dit on peut être créatif au quotidien pour améliorer sa vie. On peut être créatif pour avoir du plaisir. Mais en contexte organisationnel, il est très important, on va le dire encore une fois tout à l'heure, on va être créatif pour résoudre un problème complexe. Donc, qu'est-ce qu'un problème complexe? C'est un problème qui, d'abord, est difficile à comprendre, c'est-à-dire dont on ne connaît pas toujours toutes les causes ni toutes les conséquences. On ne connaît pas son origine, puis surtout, c'est un problème à l'égard duquel il n'existe pas, à notre connaissance, de solution connue, mutuellement acceptable pour toutes les parties en présence. À titre d'exemple, en plus d'être prof en gestion de ressources humaines puis en relations industrielles, comme je vous le disais précédemment, je suis aussi chercheur dans le domaine du recrutement puis de la sélection du personnel. Et depuis quelques années, on constate, vous l'avez peut-être vu si vous suivez un peu l'actualité, qu'il y a de plus en plus de personnes trans qui, par exemple, décident de s'afficher, puis qui partagent de plus en plus aussi leur réalité. Sur le marché du travail, malheureusement, vous le savez peut-être, très nombreuses sont les personnes trans qui font l'objet d'énormément de discrimination. Pourquoi? Parce que, en ce sens, si on revient au centre de mon propos, c'est un problème complexe à l'égard desquels, par exemple, les gestionnaires sont, pour la plupart du temps, un peu désemparés. On sait que la loi nous interdit de discriminer contre les personnes trans. Donc, on doit les considérer comme n'importe quel autre individu, ce qui est en soi, bien entendu, très correct. Mais une fois qu'on a embauché une personne trans, puis elle se met à travailler, puis on constate que, par exemple, ses collègues ne l'acceptent pas, ne l'invitent pas au party de Noël, parlent dans son dos, lui font des blagues sexistes, voire font à son égard du harcèlement psychologique, voire du harcèlement sexuel. Qu'est-ce que l'on fait? Ces réponses, par exemple, à un problème complexe comme celui-ci, ne sont pas connues. On a beau dire, on n'a pas le droit de le faire, c'est pas acceptable de le faire, la réalité nous démontre malheureusement que de nos jours encore, entre autres au Québec, il y a beaucoup de discrimination. Donc, on le voit, la créativité, c'est une façon, on va le voir tout à l'heure, de résoudre, par exemple, ce type de situation-là. Ce type de situation-là que l'on rencontre de plus en plus parce que notre monde, Hélène le mentionnait tout à l'heure, est de plus en plus en transformation, aussi bien d'un point de vue social et culturel, par exemple la problématique des personnes trans, mais aussi d'un point de vue économique, d'un point de vue technologique, d'un point de vue juridique. Bref, le monde change, puis avec ce changement-là, c'est important de s'en apercevoir. Les problèmes complexes sont de plus en plus apparents, puis sont complexifient eux aussi continuellement. C'est ce que vous allez retrouver à l'écran sous ce que j'appelais finalement nos barrières, nos phares ou encore nos bouées qui finalement sont de plus en plus en disparition. Pour citer un auteur québécois à ce sujet-là, lui, il parlait de la liquéfaction de plus en plus de notre monde, c'est-à-dire d'un monde où finalement on a tendance tous et toutes à perdre nos repères. Donc, qu'est-ce que c'est, par exemple, en 2019, un enfant? Qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Si on revient à la question des personnes trans, par exemple. Comment maintenant adopter une posture créative au travail dans la perspective où, comme je le disais tantôt, on va chercher à résoudre des problèmes complexes? Et pour répondre à cette question-là, j'ai choisi un modèle bien connu que l'on appelle le modèle de Boisvert, Cossette et Poisson, qui porte sur le processus de la pensée créative. En quoi consiste ce modèle-là? On le voit du côté gauche de l'écran. Attendez une seconde, j'ai tassé la boîte de chat. On démarre, bien entendu, avec un problème complexe, comme je vous le disais, donc, dont on ne connaît pas nécessairement l'origine, toutes les causes, ni encore les solutions. Puis, sur la base de notre imagination et de notre curiosité, on va chercher à innover et inventer. Au fond, à trouver une réponse originale.
ce que les recherches nous mentionnent, c'est qu'au niveau organisationnel, cela va fonctionner si on est capable de travailler en équipe, on le disait aussi tout à l'heure, multidisciplinaire, c'est-à-dire des gens qui proviennent, par exemple, du service des ressources humaines, de la production, du marketing, hein? Puis en plus, on prend la peine aussi d'impliquer au sein de notre groupe de résolution de problèmes, pas juste des employés, mais parfois aussi des clients, des partenaires d'affaires, des ressources externes, comme peut-être des gens formés à l'école de la créativité dont on parlait précédemment. Bref, on le voit, le processus de résolution de problèmes doit être pris en charge par une équipe comme ça, multidisciplinaire, qui, dans un monde idéal, devrait aussi fonctionner de manière démocratique. Qu'est-ce que je veux dire par démocratique? Ben, je veux dire qu'à la fin, il n'est pas normal que ce soit le seul et unique patron qui décide de tout, puis de ce qui devrait arriver, parce qu'encore une fois, toutes les recherches le démontrent, les gens qui ne peuvent pas prendre part aux décisions, mais qui ne sont qu'utilisés pour générer des idées de solutions, ben, ont au fait de s'apercevoir de la façon dont les choses se passent. Puis vous pouvez être assuré que la prochaine fois qu'ils seront invités, ben, ils ne participeront pas à ce genre de processus. Ils vont y participer s'ils ont aussi été impliqués dans la prise de décision, puis bien entendu dans son implantation. Idéalement, tout cela aboutit à ce que l'on appelle une création, c'est-à-dire une nouvelle solution, qui, par une boucle de rétroaction, va faire apparaître, bien entendu, de nouveaux problèmes. Donc, en quelque part, vous l'aurez compris, c'est pour ça aussi que le monde se complexifie de plus en plus et les changements s'accélèrent, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on trouve une réponse à un problème, bien, on en crée, bien entendu, de nouveau. Donc, vive en ce sens l'humanité, on est encore là, je pense, pour longtemps. Alors, ce qui est aussi important de préciser en lien avec ce processus-là, Boisvert, Cossette et Poisson vont nous le faire réaliser, c'est qu'il n'est pas aussi facile que cela à maîtriser. En fait, la plupart des gens que l'on va inviter à la table ne seront pas toujours en mesure d'être créatifs. Pourquoi? Bien parce qu'ils vont faire obstacle, finalement, ou ils vont faire face à des obstacles, parfois conscients, parfois inconscients, qui sont très nombreux, puis que j'ai, pour vous, regroupés en 4 thèmes particuliers qu'on va examiner assez rapidement dans les prochaines minutes. Donc, d'abord, un certain nombre d'obstacles organisationnels, ensuite un certain nombre d'obstacles personnels, ensuite un certain nombre d'obstacles environnementaux, puis une dernière catégorie un peu fourre-tout, comme vous allez le voir, qui va venir compléter l'ensemble. Si on débute avec les obstacles, allons-nous dire, organisationnels. C'est M. Jaoui, en 1979, qui nous les a listés pour la première fois, puis qui va nous dire que, à son avis, il y en a 4 grands, qui sont finalement des emprises, ou, pour ne pas dire, des façons de faire avec lesquelles nous ne sommes pas capables de prendre de la distance. Le premier, c'est la tradition. Le deuxième, la logique, le raisonnable. Le troisième, l'éducation. Puis, enfin, le quatrième, les habitudes. Donc, vous aurez compris que si on évolue dans une organisation vieille et ancienne, où on a toujours prôné, par exemple, le fait d'être raisonnable et, comme le disait tout à l'heure Hélène, de ne pas jouer parce que le travail, c'est sérieux, vous aurez compris, on a beau réunir des gens autour d'une table pour trouver des solutions originales et utiles, ils ne seront pas capables de le faire parce qu'ils portent avec eux, inconsciemment, tout ce bagage-là qui les empêche de voir autrement. Donc ça, c'est un premier ensemble d'obstacles. Le deuxième ensemble qui nous est proposé par Boisvert, Cossette et Poisson eux-mêmes, on va passer notre petite boîte de chat, ici, peuvent être, quant à eux, regroupés de la manière suivante, en 4 grandes familles. D'abord, l'apathie, ensuite l'insécurité, en troisième lieu, la rigidité, puis, encore une fois, en autres obstacles personnels. Si on regarde l'apathie, ce qui est important de voir, Boisvert, Cossette et Poisson vont nous dire, c'est que pour certains individus, un problème n'est pas en soi un problème. Bien, vous avez bien entendu deviné que si pour l'individu, la problématique des personnes trans ne l'intéresse pas, puis ne veut rien susciter en lui, bien, ça sert à rien de le mettre autour de la table, parce qu'il
ne sera pas intéressé éventuellement à faire quoi que ce soit, parce que pour lui, ce problème-là ne le motive pas du tout. Donc, premier obstacle extrêmement important à prendre en compte. Deuxième obstacle, l'insécurité. Dans plusieurs groupes, entre autres dans une organisation où traditionnellement on a puni les gens qui se trompaient ou qui commettaient des erreurs, ben, on peut avoir des gens qui, effectivement, ont peur de commettre des erreurs en proposant des idées X ou Y. Dans certains cas, cette insécurité-là peut même aller jusqu'à la peur du ridicule, hein? Puis éveiller, dans certains cas aussi, de mauvais souvenirs. Donc, c'est très important, vous l'aurez compris, quand on choisit des gens pour les mettre autour d'une table, bien, de s'assurer, hein, de mettre les conditions en place pour qu'ils ne tombent pas dans un état d'esprit où ils vont se sentir insécures, puis ils vont avoir peur, effectivement, de se tromper ou d'avoir l'air fou devant leurs collègues. Troisième famille d'obstacles, la rigidité, donc la difficulté à penser abstraitement, les préjugés ou les conformismes. Bien, je pense que ça parle encore une fois tout seul. Ce qui est important de voir, c'est qu'on ne mettra pas autour d'une table des gens qui ont des idées, par exemple, arrêtées face à une problématique comme celle dont je vous parlais tantôt. Parce que c'est clair que sans le vouloir, peut-être, hein, ils ne se sentiront pas capables d'émettre quoi que ce soit. Puis enfin, dans certains cas, Robert Cossette et Poisson vont nous dire les gens peuvent avoir aussi tellement de connaissances ou de savoir qu'ils sont empêchés maintenant de réfléchir autrement. Puis ils vont avoir trop développé le réflexe de trouver la bonne réponse dans un livre X ou Y et ils ne seront pas capables d'être créatifs. Chose, bien entendu, qui peut s'ajouter à une certaine habitude de rationalisation dans certains milieux de travail puis auprès de certains individus. Pour Roger von Esch, 10 autres obstacles qui, cette fois-ci, on va les qualifier ici, sont vraiment personnels. C'est-à-dire qu'ils sont finalement des obsessions, si vous me permettez l'expression, que l'on va parfois retrouver chez certains individus. Comme par exemple, il faut que ce soit logique. Hein? Si la solution n'est pas logique, moi, j'embarque pas là-dedans. Ben, vous avez compris qu'à force de vouloir être trop logique, ça se peut qu'effectivement, on n'est pas créatif. On mentionnait tout à l'heure. Hein? La créativité implique d'être capable de voir autrement. Il faut éviter l'ambiguïté. Il ne faut pas se tromper. Il faut être sérieux, hein? Etc. Si on va maintenant à notre prochain transparent, puis on s'intéresse aux obstacles environnementaux, qu'est-ce que l'on va retrouver? Bien, cette fois-ci, 5 grandes choses. Un climat de compétition excessif, hein? Toutes sortes de bruits, c'est-à-dire un milieu de travail qui n'est pas conforme d'un point de vue ergonomique, un manque d'objectifs communs, dans certains cas, le manque d'appui aussi de l'entourage, puis, on l'a mentionné aussi tantôt, une culture organisationnelle rigide. Puis enfin, pour Hubert Jaoui, il y a aussi 3 autres types de barrières qu'il va appeler les blocages, dans certains cas d'ordre émotif, d'ordre culturel, d'ordre perceptif. Entre autres, avec notre problématique des personnes trans, vous le savez peut-être, il y a des gens qui, malheureusement, hein, vont peut-être avoir plus de difficultés à passer pour la personne qu'elles aimeraient passer, puis ça suscite, malheureusement, chez ceux et celles qui les entourent, des réactions émotives négatives, c'est-à-dire elles ne les trouvent pas beaux ou elles ne les trouvent pas belles, ces personnes-là. Donc, ça fait en sorte que, finalement, on ne veut pas trop s'intéresser à la résolution de la problématique parce que, d'un point de vue émotif, on est trop chargé, finalement, qu'on n'est plus capable de réfléchir autrement. Pour Roger Firestone, qui fut au début des années 2000 l'un de mes professeurs, justement en matière de créativité puis de gestion de l'innovation, la plus grande de nos difficultés, c'est quoi? Ben, c'est celle qui consiste à briser nos habitudes. Donc, question de l'illustrer, qu'est-ce que l'on retrouve dans cette image-là? Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Mais il y a une petite voiture qui se trouve à être renversée au fond d'une rivière. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand une voiture est en panne? Ben, on appelle la remorqueuse. Hein. Donc, on a amené la remorqueuse pour la tirer de sa fâcheuse position. Donc, on commence à tirer la voiture hors de l'eau. Hein. La voiture commence à se vider. Qu'est-ce qui se produit? Ben, la remorqueuse tombe à l'eau avec la voiture. Parce qu'on n'a juste pas compris que c'est pas parce qu'une voiture est en panne qu'on doit nécessairement faire une remorqueuse, entre autres dans une situation comme celle-là. Donc, on se retrouve dans le pétrin hein, avec une voiture retournée à l'eau avec la remorqueuse par-dessus.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Question, encore une fois, de respecter nos habitudes. Hein? Ben, hein, on le voit ici, on appelle une plus grande remorqueuse. Donc, une remorqueuse plus puissante nous permet de sortir la première voiture de l'eau, hein, puis qui, on l'espère, va nous permettre de sortir le deuxième véhicule. Mais malheureusement, hein, encore une fois, la deuxième remorqueuse aussi tombe à l'eau. Parce que, on le voit, c'est un problème complexe qu'on a cherché à résoudre de manière simple en se fiant à nos habitudes, puis on commet 2 fois de suite la même erreur. Donc, vous l'aurez deviné, comment pouvons-nous briser et finalement passer par-dessus ces habitudes-là? Ce que l'on enseigne en matière de gestion de la créativité et de l'innovation en milieu de travail, ben, ce sont des processus de résolution de problèmes complexes qui peuvent être divers. Moi, celui que j'enseigne à mes étudiants à la maîtrise, au doctorat, notamment en gestion des ressources humaines, c'est d'abord le premier, donc le processus créatif de résolution des problèmes complexes. Mais on retrouve aussi le design thinking, les 6 chapeaux de Bono, la synectique. Puis, on retrouve, bien entendu, à l'intérieur de chacun de ces processus-là, bien, toutes sortes de techniques de créativité dont Hélène, très certainement, là, pourrait aussi vous parler en long et en large. C'est-à-dire, par exemple, le brainstorming avec post-it, écriture automatique, énoncé de départ. Ça, c'est pour diverger, c'est-à-dire générer des idées. Mais là, il y a bien entendu toutes sortes d'autres techniques pour converger, c'est-à-dire faire des choix, comme par exemple les étoiles, les regroupements, le PPCO, le triage de cartes. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, pour illustrer tout cela, OK? Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'on ne peut pas juste dire aux gens, il faut que vous soyez créatifs. Hein? Il faut équiper, pour ainsi dire, ces gens-là de processus, puis à l'intérieur de chacune des étapes de techniques, qui sont simples, comme celles que je vous ai présentées. Puis si on a un peu plus de temps, plus d'énergie, plus de volonté, ou le problème est encore beaucoup plus complexe, ben on peut utiliser aussi des techniques que l'on va dire avancées, comme par exemple celles que vous voyez à l'écran, les 5 pourquoi, le concassage, l'analyse morphologique, l'association forcée, la bande dessinée, hein, l'analyse comparative par paire, les zones de succès, l'analyse des parties prenantes, etc. J'avais préparé un petit exercice, mais je suis pas sûr qu'on va avoir le temps de le faire, mais en tout cas, je vais quand même au moins vous le présenter. Hein. Je voulais, par le biais de cet exercice, que vous me donniez tous vos commentaires au sujet de cette brouette. OK? Donc, peut-être en 30 secondes, allons-y juste comme ça, est-ce que vous pourriez écrire dans la boîte de chat quels sont vos commentaires au sujet de cette brouette-là? Je ne sais pas si on va être en mesure de voir vos réponses. Non, on n'en voit pas pour l'instant. La poignée n'est pas du bon côté. Bon, parfait. Puis peut-être une deuxième. Il manque une roue à l'avant. Excellent. Troisième réponse, peut-être. Elle n'est pas jolie. Elle n'est pas jolie. Excellent. Ben, ce que je veux que vous remarquiez, c'est que les 3 commentaires que vous venez de me donner comme ça live sont finalement quoi? Ce sont des critiques à l'égard de cette brouette-là. OK? C'est-à-dire que notre habitude comme être humain face à un problème complexe, ce n'est pas de chercher à avoir le bon, le beau, le positif. C'est toujours, constamment, comme nous l'explique M. Firestein, de réagir de façon négative et de sortir des commentaires négatifs. Ici, hein, on le voit, la roue n'est pas du bon côté, la poignée n'est pas ergonomique, elle n'est pas belle. Hein. Revenons à notre exemple des personnes trans. Ce ne sont pas des personnes normales, ce sont des personnes laides, ce sont des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Okay? Vous comprenez? Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que face à un problème complexe, malheureusement, l'être humain a tendance à réagir de façon négative et non de façon créative. Pourquoi? Parce qu'on est finalement enchâssé dans tous les obstacles dont je vous parlais précédemment. Obstacles dont généralement, vous l'aurez compris, on est souvent inconscient. Alors voilà, OK, le PPCO, qu'est-ce que c'est tout simplement? Ben, c'est une technique qui nous force généralement à sortir les points forts, les points potentiels derrière une idée, nos préoccupations, puis qui nous force aussi à générer des idées de solutions en lien avec le problème. Donc, avant de dire que la brouette n'est pas belle, hein, ben, on devrait prendre le point de dire, ben, elle est intéressante parce que la taille, par exemple, de son réservoir pourrait nous permettre de mettre beaucoup de choses à l'intérieur.
les petites parenthèses, c'est d'ailleurs un dessin de brouette utilisé, comme nous l'explique M. Firestein, sur les chantiers de construction de façon très importante un peu partout à travers le monde. Donc, même si c'est une brouette qui semble effectivement pas ergonomique, pas utile, pas belle, ben, elle est vendue là, à chaque année à des milliers d'exemplaires un peu partout sur des chantiers de construction. Alors, si on résume, comment être créatif en milieu de travail, ben, je vous dirais 6 choses. D'un point de vue personnel, apprenons à nous connaître, apprenons à connaître les autres, respecter bien entendu la différence, puis travaillons avec ceux et celles qui sont différents de nous, parce qu'avec eux, ils amènent un bagage que nous ne possédons pas. Deuxièmement, maîtrisons un processus de résolution de problèmes comme je vous l'ai présenté. Concentrons-nous sur un produit, un résultat, et impliquons-y aussi les utilisateurs finaux du produit ou du résultat. Quatrièmement, mettons en place un environnement qui va permettre aux gens justement de s'exprimer, puis qui n'auront pas peur de se tromper. Puis finalement, n'hésitons pas, un peu comme M. Musk ou M. Steve Jobs, à faire beaucoup de publicité autour de nos idées pour les vendre, parce que malheureusement, souvent, la créativité n'est pas toujours reconnue pour ses points positifs. Puis enfin, gardons en tête que la créativité, c'est aussi un potentiel, c'est-à-dire quelque chose que l'on a tous et toutes en dedans de nous, puis que l'on peut utiliser si, bien entendu, on le souhaite, puis on est prêt à s'attaquer justement à ces problèmes complexes-là dans ce monde-là qui est de plus en plus en changement perpétuel, puis de plus en plus rapide. Alors voilà, ce qui termine aussi ma présentation.